Salut Jérôme, ça va ? Salut Jean-Philippe, oui et toi ? Ça va. Écoute, ça te dirait d'avoir une super mémoire avec plein de fonctionnalités IA pour t'aider à retrouver toutes tes données et tes infos ? La poule qui est en moi en rêve. Ah, la poule qui est en toi, carrément. J'ai une mémoire de poule, on m'appelle Dory. Carrément. Eh ben écoute, c'est la promesse que l'entreprise que nous recevons aujourd'hui s'est donnée. Est-ce que tu es prêt à débuter cette émission ? Je suis prêt. Elisa est impatiente, tout le monde est prêt. Let's go. Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit ? Moi, je n'en dis rien du tout. Que la créativité, elle reste du côté de l'humain. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Philippe Clément, bienvenue sur Parlez-moi d'IA. Nous avons 30 minutes pour essayer de mieux comprendre ces nouveaux outils sous leurs aspects sociétaux, culturels, sociaux, éthiques et pourquoi pas politiques. Cette semaine, nous allons explorer le vieux rêve de la bibliothèque de Babel, mais à l'échelle moins universelle. Il s'agit de constituer et d'exploiter sa propre bibliothèque ou celle de son organisation et de pouvoir s'y retrouver facilement sans se perdre grâce à la solution mymemory.io. Cause Commune 93.1 FM. Vous êtes bien sur Cause Commune, la radio des possibles. Merci à notre directeur d'antenne Olivier Gréco de nous permettre cet espace de liberté et d'échange. Cause Commune que vous pouvez retrouver sur le web causecommune.fm et puis sur son app Android et iPhone, bien sûr. Et puis en podcast sur votre plateforme préférée si vous ne nous écoutez pas en direct. Et puis si cette émission vous plaît, en podcast, merci de vous abonner et surtout de prendre 3 secondes, ça prend pas longtemps, pour mettre par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ou un petit pouce bleu sur YouTube. C'est notre seule récompense et cela nous fait connaître car ça manipule les algorithmes et c'est cool de manipuler les algorithmes. Vous écoutez Parlez-moi d'IA. Avec l'IA, nous avons réveillé plein d'histoires anciennes, parfois des mythes, qui nous rappellent les souhaits de certains humains de se voir augmenter de nouvelles qualités. Avec l'IA, nous pourrons être augmentés de nouvelles capacités. D'ailleurs, on parle de plus en plus d'IA capacitante. Un de ces rêves est celui de la mémoire durable, qui lutte contre le concept de courbe de l'oubli, cette courbe qui serait exponentielle et qui illustre la déperdition d'une information dans le cerveau humain au fur et à mesure du temps. Est-ce que des solutions d'IA seraient en mesure de nous prémunir de cet oubli en nous aidant à organiser nos savoirs et facilitant la recherche et la redécouverte de ces informations ? C'est le pari que la société de notre invité du jour a fait. Ancien directeur de la création et aussi spécialiste de EdTech, ces technologies qui nous ouvrent et qui outillent l'univers de l'éducation, il est serial entrepreneur, mais aujourd'hui, il ne va principalement nous parler que de mymemory.io. Bonjour, John Edwin Graff. Bonjour Jean-Philippe. Merci d'être en studio avec nous, dans le studio de Cause Commune. Merci à vous. Alors, John Edwin, parlez-moi d'IA. Depuis la fenêtre des différentes activités, et elles sont nombreuses chez vous, de création de solutions numériques, notamment en éducation, est-ce que l'IA est aussi en train de bouleverser finalement ce domaine pour vous ? Alors l'IA, évidemment, bouleverse tous les secteurs. Nous, on est né EdTech, donc dans l'enseignement, dans l'éducation, c'est primordial et c'est pas un secteur tout à fait évident puisque l'éducation c'est quand même hyper important, c'est balisé, etc. Mais c'est vrai que ça touche l'éducation, la façon d'accéder à de la ressource, à de la connaissance, de la travailler, de la mémoriser, de la restituer, que ça soit des étudiants ou des élèves, hein, on est tous et même les grands, hein, même nous, formation continue, on va dire, on est impacté parce que ce que l'IA peut nous aider à produire, à comprendre, à synthétiser, à restituer, c'est sûr. Vous faisiez quoi en EdTech avant l'arrivée de l'IA ? Est-ce que vous aviez des activités en particulier, des solutions Bien sûr, on est né EdTech, donc le premier logiciel qu'on a développé, qui s'appelait le Bicom, oui, était dédié donc pour l'enseignement supérieur globalement, même si on travaille aussi avec des âges un peu plus jeunes, et c'était une plateforme de collaboration, une plateforme collaborative d'éducation, de partage, d'interaction, et une plateforme de pédagogie, oui, au sein d'une institution, au sein d'une école supérieure qui permet de faire connecter les étudiants, les intervenants, les enseignants, l'admin qui a aussi qui ont pour ces 3 typologies de personnes des volontés d'interagir différemment, ouais, que ça soit pédagogique, administratif, événementiel, parce que l'école elle fait un événement ce soir et il est important d'y participer, ça fait partie aussi d'un tout. Donc on est né là-dedans, ouais, dans cette interaction entre ces 3 typologies de personnes.
Et tout d'un coup, vous avez vu arriver ces technologies IA, lesquelles vous ont déjà en premier intéressé, en vous disant tiens, ça va peut-être nous permettre d'enrichir notre solution. Qu'est-ce qui vous a alerté quand vous avez commencé à voir arriver la vague IA, qui est pas forcément la vague IA générative, la vague IA au sens large? Moi, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre, en tout cas de donner des moyens aux enseignants et aux étudiants de mieux maîtriser comment ils interagissent et la production, je sais pas, par exemple concrètement les slides d'un intervenant qui diffuse à ses étudiants. L'aider. Oui, l'aider à pouvoir stocker à un endroit, de pouvoir y revenir, parce qu'évidemment il y a une somme d'informations qu'on lui donne tous les jours quasiment, d'intervenants et d'enseignants différents. Ça bouge beaucoup sur des sujets, sur des filières, etc. Et donc il y a aussi un aspect de où est-ce que j'ai mis ce document, parce que oui, c'est vrai, on parlait de ce sujet-là à la page 18 de ce document-là, mais en fait il faut pouvoir le retrouver. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment lutter contre la courbe de l'oubli par rapport au contenu croisé à un moment donné de son cursus, quoi. Ouais, c'était le début de ces idées-là, c'était vraiment ça, et de pouvoir retrouver facilement quelque chose, de pouvoir l'ingurgiter et le mémoriser pour en faire des choses. On n'était pas tellement dans la Gen AI, l'IA générative pour produire des choses, des quiz, etc. C'était beaucoup trop tôt. Enfin, les prémices de ça, c'était vraiment cette attention portée sur retrouver quelque chose et puis aider aussi le prof à synthétiser des sources différentes pour préparer son cours, etc., quoi. Donc vous aviez déjà une première solution, une première entreprise sur ce sujet-là. Qu'est-ce qui déclenche tout d'un coup le fait de dire bon, là il y a quelque chose à faire en plus? Et avec quel type de technologie tout d'un coup vous vous dites là il faut passer un cap, il faut aller plus loin? C'est quoi le déclencheur de cette nouvelle solution dont on va parler, qui s'appelle MyMemory, qu'on peut retrouver sur internet? Absolument, my-memory.io. Vous avez raison, précisons bien, même si je pense qu'on va pouvoir le retrouver sur mymemory.io. Alors il y a eu des éléments déclencheurs, et effectivement je dois dire que Memory existe depuis longtemps dans sa première version. Même avant le premier logiciel qu'on a créé, et on l'a co-construit avec Dominique Siama, directeur de l'école de design de CY, l'université de Cergy, il y a un peu plus de 7 ans maintenant. D'accord. Et donc moi j'avais une idée que je voulais lui soumettre, je voulais faire des choses avec lui et notamment avec Bicom, et il m'a dit super, c'est vachement intéressant ton truc, mais moi j'ai une autre idée. C'est bien ça, la rencontre des idées. Je dis ok, ça va pas se passer comme ça, ce que j'avais prévu. Et c'était quoi son idée alors? Son idée c'était d'avoir un endroit dans lequel on puisse mettre les travaux de ses étudiants. D'accord. Et que en fait évidemment il y en avait partout, dans des drives, dans des Dropbox, en interne, dans des disques durs, dans des clés USB. On disait clés USB à l'époque. Ouais. Et arrêtons la dispersion. Arrêtons la dispersion, arrêtons les silos d'informations, et comment je peux à un endroit tout rassembler, stocker, consolider et pouvoir rechercher facilement la filière, je sais pas, à l'époque design mobilité, sur tel ou tel je sais pas secteur, et puis qu'est-ce qui a été fait dans cette année-là avec tel ou tel intervenant par exemple. Donc c'est votre premier client de l'université de Cergy alors? Alors là il était à l'époque directeur de Strat, école de design, et effectivement ça a été les premiers clients, les early adopters. Le POC a été fait avec eux, c'est resté longtemps dans sa V1. Et avec évidemment quelques itérations, et bon c'était il y a plus de 7 ans, donc les technos ont un petit peu évolué, et donc c'est resté longtemps comme ça, donc on s'est dit tiens maintenant en 2000 ça fait quoi, on est 24, en 2020 à peu près, on s'est dit il y a quelque chose, on sent qu'il y a quelque chose sur aller chercher ce contenu là, pouvoir être un peu plus intelligent sur la consolidation et faire parler cette donnée-là, finalement. Et qu'est-ce que vous avez utilisé comme techno pour faire ça? Vous avez utilisé des technos d'indexation automatique des contenus ou ce genre de choses? Alors exactement, il y a plein de choses de ce type-là, et surtout pour nous, pour moi au départ à titre personnel, très impliqué sur le climat et sur l'empreinte carbone. J'ai décidé, mais collectivement, j'ai un peu imposé au départ de changer de techno par rapport à ce qu'on faisait avant, et d'utiliser une technologie serverless. D'accord. C'est-à-dire qu'on a vraiment une empreinte bas carbone,
Et on est capable aussi donc ça c'est déjà hyper important. Alors expliquez-nous ce que c'est serverless, comme ça on va apprendre. Alors serverless, concrètement ça veut dire sans serveur. Ouais. Alors c'est effectivement un code qui sous-tend l'application, qui est coupé en plein de petites fonctions, en plein de petits bouts de code qui ne sont pas sur des serveurs et en fait, quand on arrive sur une application construite à base de serverless, on clique, on va voir. C'est en activant en fait qu'on active des petits bouts de code qui sont fait marcher les fonctionnalités. Exactement. Et donc ça ne consomme qu'à ce moment-là en fait. Ça consomme ce petit bout de code à ce moment-là, et donc l'applicatif n'est pas sur un gros serveur qui tourne en permanence, avec des règles d'auto-scaling que font très bien les hyperscalers, que nous on a maîtrisé très bien aussi, qui sont hyper importants pour pouvoir absorber les pics de connexion. Mais là, du coup, ça fonctionne d'une manière différente. Et donc, les développeurs avec qui je travaille régulièrement, je leur ai, entre guillemets, c'était la contrainte, quoi. C'était la contrainte d'arriver à carbone, serverless, pour pouvoir avoir une agilité beaucoup plus grande, une consommation très, très basse en termes d'émissions de CO2, et une scalabilité quasi infinie, parce que ces technos-là sont scalables à l'infini. Ouais. Donc on se soucie plus d'architecture comme on le faisait avant. On a mis 7 ans à maîtriser de l'hyperscaling, de l'auto, des load balancers et autres. Et maintenant on est parti sur autre chose, beaucoup plus agile et beaucoup plus contraignant, parce que ça implique aussi la façon dont on traite la base de données, etc. Le développement. Et le développement. Donc ils étaient un peu effectivement perdus, challengés, et ils ont relevé le défi avec brio. Et là on a une fusée de techno et d'intelligence avec une consommation très basse. C'est ça va à la fois vite, mais en même temps, ça ne consomme que ce que ça a besoin. Exactement. Ok. Du coup, comment ça marche? Si vous nous décrivez un peu le processus, donc c'est une plateforme en marque blanche que vos clients peuvent utiliser avec leur propre logo, leur propre. On peut aussi aller sur my-memory.io et essayer de se créer son propre compte ou Ouais, complètement. On a changé de site récemment et on ouvre des early access. Donc on peut cliquer sur le petit bouton qui va bien et on récupère la demande et on déclenche des espaces. Effectivement, c'est B2B et complètement personnalisable. Ouais. Donc nous, on n'existe quasiment plus. C'est plus du tout. Vous proposez la solution à l'organisation, quoi. Ouais, exactement. Du coup, le contenu, il est rentré dans cette plateforme. Qu'est-ce qu'il subit comme opération et comme transformation, ce contenu? On parlait d'indexation. Ouais, alors il subit pas vraiment de transformation parce qu'il est dans l'état dans lequel on l'a mis, soit de manière automatisée ou à la mano. N'importe quel format? Alors, c'est effectivement le sujet de Memory, c'est qu'on s'affranchit on est agnostique au niveau du format. Ouais. Et ça, c'est un peu la nouveauté, c'est-à-dire que évidemment, on peut mettre du texte et des images, des documents, des vidéos et des podcasts. Ouais. Voilà. N'hésitez pas. Mais oui, tout à fait. On en parlera évidemment dans un petit moment. Et donc la machine, on va dire pour faire simple, un ensemble de flows, de workflows, de travail, de tâches qui font en sorte que elle passe à travers toutes ces données-là. Et elle augmente en metadata, c'est très simple. Elle enrichit la page qui héberge ce contenu-là et augmente les capacités. Donc la metadata, c'est ce qui va étiqueter un petit peu chacun des contenus en disant ça c'est une vidéo, ça c'est une vidéo qui parle de ceci. Et donc c'est un peu automatisé. C'est complètement automatisé. Complètement automatisé. Ouais. Et une fois que c'est étiqueté, du coup, ça peut être interrogé. Et donc exactement. Alors on a par exemple des use cases où c'est des conférences par exemple, ou c'est des grandes émissions vidéo, et donc c'est des embeds YouTube, Dailymotion, bref, peu importe. Et la machine est capable donc de créer des chapitres automatiquement, résumer les chapitres, et le tout horodaté évidemment, en faisant lien avec le temps sur la timeline de la vidéo où on parle de ce sujet-là, de ces sujets-là. D'accord. Et donc on peut interroger via le moteur de recherche et capable de retrouver ce sujet-là à 8 minutes 35 de cette vidéo-là dans un ensemble de centaines ou de milliers de vidéos, ce qui évidemment augmente la capacité et raccourcit le temps pour aller chercher la vidéo qu'on cherche, quoi. Très bien. Bon, on voit bien déjà la solution. On va parler après de ces différents usages. Merci pour ces premiers partages. Je vous propose de faire une petite pause musicale. Alors, je suis allé voir la baseline de My-Memory. C'est votre hub de contenu pour rassembler le passé, le présent et le futur. Donc, vous conjuguez donc tous les temps en fait avec cette plateforme. Je vous propose donc d'écouter 10
Different Time de Mitty. Mitty, c'est une jeune chanteuse qui vient de sortir son dernier EP qui s'appelle Ephemera Part 1, que vous retrouvez sur le web, sur YouTube notamment. Et voilà, si c'était pour la soutenir un peu, parce qu'elle vient de sortir ça récemment. Stand still, you make me feel like we're not real. We can't change the end of us, but we can remember the rush. I'll love you in my imagination. Don't you dare forget your feelings. When I close my eyes, you're watching me. I'll keep them closed for eternity. Remember us like I'm still yours. Maybe one day I could be yours. I hate that there is nothing more. But if we meet again, I can only hope it won't be the same. I'll see you and you'll call my name. Everything about you is worth the pain. If this is the end, keep me close for as long as you can. Love also means to play and pretend, though it's on my mind. That different time. Merci Mitty, vous êtes toujours sur Cause Commune en FM 93.1 à Paris, toujours Parlez-moi d'IA, toujours l'épisode consacré à My-Memory, la start-up française qui gère vos contenus passés, présents et futurs. Nous sommes toujours avec son fondateur, John Edwin Graff. John Edwin, on a un peu abordé donc du coup le contenu du produit et ce qu'il fait. Alors avec qui vous travaillez aujourd'hui, vos clients principaux? On a parlé de l'université de Cergy, mais donc c'est beaucoup des organisations d'éducation avec lesquelles vous travaillez? Alors oui, il y a des établissements et des institutions dans l'enseignement supérieur. Il y a des entreprises aussi, des grandes associations, filières, associations non-profit, etc. Donc c'est assez varié. Effectivement, on ne parle plus qu'à l'enseignement supérieur, mais du coup c'est vaste. C'est un terrain de jeu on parle beaucoup des médias aussi qui sont très intéressés à faire parler leur base de connaissances et ce qu'ils produisent. Donc c'est essentiellement des versions internet ou c'est aussi des versions intranet, c'est-à-dire que c'est des plateformes qui sont utilisées par les organisations pour se créer leur petite mémoire interne et pouvoir naviguer dedans, et puis du coup ils se le gardent pour pouvoir revenir dessus et se dire qu'est-ce que j'ai comme contenu sur ce sujet, ou est-ce que c'est aussi des solutions qui sont publiées en extérieur et puis données à voir à
leurs différents publics? Alors les deux, mon capitaine. Ah, très bien. Donc on a un modèle qui est capable de faire mixte, c'est-à-dire que effectivement on a des use cases où ça devient un intranet, une base de connaissances, voilà, qui va parler aux salariés, aux collègues, aux collaborateurs. Et cette base elle est interne parce que c'est login, mot de passe, et effectivement on y voit du contenu et on n'y voit rien si on n'est pas connecté. Et donc on y stocke toutes ces connaissances pour l'interne. Exactement. Et voilà, ça permet de faire par exemple de l'onboarding dans les grandes organisations pour mettre des contenus. Il y a un côté comme ça, LMS, Learning Management System, qui permet de diffuser de la connaissance pour arriver dans une grande société, par exemple. Le nouvel arrivant arrive, il prend connaissance des différentes médias et contenus importants pour connaître la société. Il y a une courbe d'apprentissage parce qu'ils utilisent des logiciels, il y a un savoir-faire, il y a un état d'esprit. Bref, il y a du contenu qui doit un peu apprendre, ingurgiter pour voilà. Et à la fois c'est public, c'est-à-dire qu'on peut y publier l'ensemble de ces contenus de manière publique, donc accessible sans compte. Et c'est ce que fait Sciences Po, avec qui on travaille. Sciences Po Paris. Sciences Po Paris, absolument. Et Sciences Po utilise la solution Memory pour faire leur portail mondial de connaissances. C'est l'accès à l'ensemble de leur savoir. Qu'ils ont stocké donc à cet endroit-là et qu'ils partagent publiquement parce que c'est leur ADN, c'est leur état d'esprit. Les mémoires, les thèses. Tous leurs événements enregistrés. L'ensemble pas complètement tout, mais les conférences qu'ils produisent qui sont absolument fantastiques, et il y en a quasiment 600 par an. Oui, c'est ça. Avec des stars mondiales, des gens, des artistes, des gens du numérique, des gens du gouvernement, voilà, c'est très varié sur tous les sujets, sur le cinéma, sur les arts, sur la culture, évidemment. Et les productions des enseignants-chercheurs qui sont aussi dans des portails qui sont extérieurs et qui sont consolidés dans cette plateforme, dans leur plateforme qui s'appelle Source. Et donc cet ensemble d'informations, des podcasts aussi, pas de podcasts, il y en a plein. Ça c'est bien. Et donc à cet endroit-là, ils viennent tout stocker, c'est consolidé, et on va pouvoir chercher dans cette base d'informations, cette base de savoir, cette base de connaissances très facilement. Et on peut aussi éditorialiser. Donc ils éditorialisent beaucoup leur contenu, c'est-à-dire qu'ils font des pages avec des blocs. Donc Memory, c'est une interface no-code, c'est hyper simple, avec des modules. Voilà, on a l'habitude maintenant d'avoir des outils qui le font, et donc ils peuvent facilement en 2-3 minutes créer une page, une thématique, et appeler leur contenu qui est à l'intérieur très facilement, parce que ça utilise tout le temps le moteur de recherche qui indexe à peu près tout, et donc de créer ces pages-là et de les mettre à disposition et de les éditorialiser. Désolée de vous couper, j'ai une question pour l'invité. Ah ça, je m'en doutais. Donc je vous l'ai dit hors antenne, John Edwin, on est écouté par notre co-animatrice IA Elisa, et donc c'est un LLM qui cherche toujours à avoir un peu de meilleure compréhension de ce qu'on se dit. Oui, Elisa, est-ce que... Je stocke et je peux restituer 7 milliards de tokens. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais savoir par cœur et être capable de réciter à la demande ? Ah, Elisa a bien compris qu'on parlait mémoire et qu'on parlait mémorisation, et du coup, John Edwin, c'est pas pour moi cette question, c'est pour vous. Je vous laisse vous en dépatouiller. Voilà, qu'est-ce que vous feriez vous si vous pouviez comment vous utiliseriez cette mémoire fantastique des LLM ? Alors, un petit joke, mais j'aimerais moi pouvoir réciter tous les solos de John Coltrane. Ah, voilà. D'accord. Je pense que c'est une réponse un peu inattendue. Oui. Étant donc ancien musicien quand même, donc c'est vrai qu'attaché à la musique. Donc non, c'est vrai que de pouvoir sortir des solos qu'on a appris en tant que musicien, ça c'est super chouette, et de pouvoir peut-être en créer d'autres sur ce même thème. Non, voilà, après, oui, pouvoir... C'est quand même impressionnant, cette capacité que je rebondis un peu, que ces LLM nous donnent désormais. C'est impressionnant, et aussi certains vous diront, mais est-ce qu'on n'est pas en train de se poser notre cerveau à côté, et que finalement... on met un peu notre mémoire justement dans un répertoire, et c'est pas ça qui va nous pousser à beaucoup mieux mémoriser les choses. Est-ce qu'il n'y a pas un petit risque aussi quand même dans tout ça, de se dire mais finalement on délègue nos contenus et notre mémoire à la machine? Ouais, je pense qu'il y a un risque, il y a surtout une adaptation. On va fonctionner différemment bientôt, voire déjà. Mais c'est un peu ce qu'on se disait dans les années 2000. Bon, ça, ce qui
qui trahit un peu notre âge, en tout cas le mien. Quand voilà, Internet a pris sa place et que ce moteur de recherche qu'on connaît tous simplifie l'accès à des liens, parce que c'était juste un accès à des liens, Google. On se disait déjà, oui, effectivement, on va tout oublier parce que en faisant référence, en tapant juste un mot, on va retrouver ce contenu-là, Wikipédia, qui était très présent à l'époque, encore maintenant, et accéder à cette ressource pour pouvoir avoir cette connaissance-là. Donc c'est vrai qu'on se posait déjà cette question-là, et je pense que globalement, depuis une vingtaine d'années, on a, oui, je pense que notre mémoire, elle s'est mise à travailler différemment. Oui. Elle a changé. Elle a changé, et je pense qu'on a un petit peu moins de capacité de mémorisation qu'avant, et je pense que ça va pas aller en s'améliorant. Alors, en préparant cette émission, justement, je me suis documenté sur la fameuse courbe de l'oubli, et une manière de lutter contre la courbe de l'oubli, c'est finalement de venir un peu se questionner sur la globalité des contenus qu'on a à disposition, et finalement de réveiller un peu ces connaissances. Est-ce que une des fonctionnalités futures de My-Memory, ça serait pas justement sur un contenu global ou sur une thématique globale, de venir questionner l'utilisateur en lui disant tiens, ton contenu il est là, mais est-ce que tu te rappelles de tel échange que tu as eu, de tel contenu que tu as produit, comme ça pour raviver un peu la manière d'utiliser sa mémoire. Donc finalement d'utiliser My-Memory comme une béquille un peu, mais aussi comme une réactivation de notre mémoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est intéressant. Toute interaction avec du contenu est souhaitable. Effectivement, on va moins capitaliser sur notre mémoire à mémoriser les choses. En revanche, peut-être que la machine, elle peut nous envoyer peut nous stimuler. des stimulations, des quiz ou un petit mot qui fait que souviens-toi, à ce moment-là, on a parlé de ça, et nous interroger sur cette matière-là pour justement nous réveiller un petit peu, nous faire la petite piqûre de rappel qui va bien. Et c'est vrai qu'avant, je disais qu'on a tendance un peu à perdre la mémoire, mais finalement, on n'apprend jamais plus que maintenant. Oui. On a un terrain de jeu, enfin en tout cas pour ma part, mais je pense que pour beaucoup de monde c'est la même chose, une soif de connaissances et un océan de possibilités, et ça c'est vraiment génial. Et c'est LLM là qu'on a entendu parler, et ben mais méfiez-vous, Elisa continue à nous écouter, elle pourrait poser une autre question. Ouais, j'arrête de dire des bêtises. Je m'arrête. Non mais donc une des solutions aussi que vous proposez avec My-Memory, c'est finalement un site en marque blanche à la communauté des passionnés d'IA qui s'appelle AI-memory.io. Donc c'est un autre site, on mettra tout ça dans la description de l'émission. Qu'est-ce qu'il fait ce site pour les passionnés d'IA? Qu'est-ce qu'il propose en fait? Alors on a fait ce que les Américains disent eat your own dog food. C'est-à-dire que tu utilises ce que tu produis, tu l'utilises. Donc c'est vrai qu'on s'est mis à utiliser notre propre techno pour faire quelque chose. C'est devenu un média, AI-memory.io, et c'est le portail qu'on veut de référence sur tout l'écosystème de IA et IA générative. Et référencer, l'idée c'est de référencer à la fois les événements qui soient sur le territoire français, mais aussi il y a beaucoup de connexions aussi aux États-Unis, au Canada, il y a beaucoup de choses, puis en Europe aussi évidemment, de référencer les conférences, de référencer les meet-ups, de référencer les podcasts. Donc dans pas très longtemps, on va pouvoir écouter Parlez-moi d'IA, référencé sur ce portail-là, les outils, les influenceurs, les fonds d'investissement. En fait, en gros, tout ce qui est lié à l'écosystème. Et le but de juste, c'est de faire une toile d'araignée, quelque chose, un maillage qui fait que quand on va venir interroger cette donnée-là, la chercher, la trouver, on va pouvoir y faire des références et cliquer à droite à gauche et comprendre qui fait quoi, qui a été partenaire de cet événement, qui produit quoi, et interroger l'ensemble de cette donnée-là. Bon, mais on invite tous nos auditeurs et auditrices à aller voir, qui sont passionnés d'IA bien sûr, à aller voir cette plateforme pour effectivement naviguer dans les contenus de l'IA, de l'écosystème notamment français. C'est l'heure de conclure. Merci John Edwin de la société My-Memory.io. J'essaie de rattraper mon erreur de début d'émission, d'avoir partagé avec nous les objectifs et les réalisations IA de votre société. Bonne route pour la suite. Merci.
Restez sur 93.1 FM, Cause Commune. Allez papillonner sur causecommune.fm pour découvrir nos autres programmes. Si vous nous écoutez en replay podcast, n'oubliez pas de liker cet épisode. Ça manipule les algorithmes et c'est cool de manipuler un algorithme. Si vous écoutez en direct, je vous souhaite un bon appétit parce qu'on est samedi. Et normalement, c'est l'heure de Lapsus de l'actu. Salut Olivier. Allez, à bientôt.